Bonjour et bienvenue en tête-à-tête sur France 24. Notre invité cette semaine est Philippe Bolopion, c'est le directeur exécutif de Human Rights Watch. Il est en duplex avec nous depuis New York. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci de m'accueillir. Alors les droits de l'homme sont en recul dans les pays occidentaux, mais même au-delà, là où vous êtes, aux États-Unis, avec Donald Trump, mais aussi en Europe. Alors est-ce que c'est lié directement à Donald Trump et j'allais dire l'impulsion qu'il donne, ou est-ce que tout ça, ça a des racines plus lointaines et plus profondes? Bah, je dirais un peu des 2. Malheureusement. D'abord, effectivement, la question des droits de l'homme, aux États-Unis est un sujet qui est devenu extrêmement, sensible. L'administration, Trump est un peu une catastrophe pour le mouvement des droits de l'homme, d'un point de vue domestique aux États-Unis, mais aussi à l'international. Nous venons de publier un rapport, par exemple, sur les agissements de ICE, l'organe, américain qui gère les lois sur l'immigration. Aujourd'hui, un rapport sur les techniques utilisées à Fort Bliss, qui est un des plus grands centres de détention de ICE, aux États-Unis, c'est au Texas, et dans lequel on montre que les gens sont maltraités, vivent dans des conditions complètement insalubres, sont soumis à des passages à tabac par des agents qui sont masqués. Il y a une personne qui est morte dans des circonstances, extrêmement suspectes, à tel point, c'est tellement catastrophique que nous appelons d'ailleurs le gouvernement américain à fermer, ce centre de détention. C'est malheureusement un exemple parmi d'autres. Tout le monde a vu ce qui s'était passé avec, les méthodes de ICE, dans le Minnesota, sur lequel on a fait un rapport. Les migrants vénézuéliens qui sont envoyés dans une prison soi-disant très moderne, au Salvador, où en fait ils sont torturés, et passés à tabac et parfois, abusés, sexuellement. Les bateaux de pêche, les bateaux de soi-disant de trafiquants de drogue, qui sont visés, détruits, et des personnes qui sont tuées en dehors de tout, processus, judiciaire, dans les Caraïbes ou dans le Pacifique. Donc c'est un bilan, catastrophique, aux États-Unis, et aussi avec, on pourra en parler, des répercussions mondiales. Maintenant, malheureusement, ça s'inscrit dans un mouvement global je dirais, récession de la démocratie. Depuis plus de 20 ans maintenant, la démocratie recule dans le monde. Le monde est de moins en moins libre. Les droits de l'homme sont de plus en plus en danger à travers la planète. La Chine est beaucoup moins, libre qu'il y a 20 ans. La Russie, est moins libre qu'il y a 20 ans. L'Inde est moins démocratique. Les États-Unis sont moins démocratiques. C'est un recul qui est malheureusement planétaire, qu'on ressent jusque dans les pays européens, et c'est évidemment une tendance qui est mortifère pour les droits de l'homme. Alors, vous avez mentionné les bombardements américains contre des bateaux suspectés d'amener du trafic de drogue du Venezuela. Et au Venezuela, il y a ce précédent, à savoir l'arrestation par les États-Unis du président Nicolas Maduro. Est-ce que pour vous, c'est un tournant, même si évidemment Maduro était très loin d'être un bon démocrate, mais est-ce que ça marque un tournant finalement dans la question de la justice internationale? Je dirais que, l'administration Trump, depuis le premier jour, s'est montrée, ouvertement hostile, non seulement au droit international en général, mais à la Cour pénale internationale, à l'idée même de justice internationale. La Cour pénale internationale avait été créée au début des années 2000, il y a plus de 20 ans maintenant, pour juger les pires crimes commis par l'humanité, les génocides, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, le nettoyage ethnique, les crimes dont la communauté internationale avait dit qu'elle ne tolérerait plus l'existence. Il y a plus de 20 ans maintenant, l'Assemblée générale de l'ONU avait adopté une norme qu'on appelle la responsabilité de protéger, qui était exactement dans cette droite ligne. Mais quasiment au premier jour de son retour au pouvoir, le président Trump a adopté des sanctions contre la Cour pénale internationale. Hier, il y avait, Marc Rubio, le responsable de la politique étrangère américaine, qui a fait un op-ed dans le Wall Street Journal, dans lequel il se vante de vouloir mettre à bas la Cour pénale internationale, la démanteler. Donc une posture extrêmement agressive qui, en gros, revient à dire que les États-Unis se placent au-dessus du droit international, non seulement ne se sentent pas redevables, devant la justice internationale, mais veulent vraiment détruire l'idée même de justice internationale. Pour nous, c'est extrêmement dangereux, et nous nous élevons évidemment de manière très ferme, contre ça, et contre tous les efforts de l'administration Trump
pour saper, je dirais, les normes, les traités, les institutions qui ont été développées pendant des décennies, y compris avec le soutien des États-Unis, souvent, pour faire avancer le droit international, pour faire avancer les droits de l'homme, la démocratie, la justice. Aujourd'hui, l'administration Trump s'est complètement retournée contre ce système, attaque la Cour pénale internationale, se retire du Conseil des droits de l'homme, se retire de plusieurs traités et en gros dit haut et fort et fièrement qu'elle n'est redevable envers personne et que finalement sa puissance justifie toutes ses actions. Alors, il y a aussi eu, sur la question migratoire, des accords hein, qui ont été passés entre l'administration Trump et aujourd'hui une dizaine de pays en Afrique, selon lesquels ces pays s'engagent à recevoir des migrants, souvent latino-américains, contre une certaine clémence de l'administration américaine ou peut-être certaines faveurs économiques. Vous avez vous-même été témoin directement des conséquences de ce genre de traité. Comment est-ce que vous jugez cela? C'est extrêmement inquiétant l'externalisation, de la gestion des migrants, des réfugiés est malheureusement un phénomène, global qui tente d'autres pays, y compris en Europe, mais qui présente de nombreux dangers pour les personnes qui sont, embarquées dans ce système. J'étais effectivement, il y a quelques semaines à Kinshasa, où j'ai rencontré dans un hôtel un peu délabré à côté de l'aéroport plusieurs migrants colombiens qui vivaient pour certains depuis très longtemps aux États-Unis, travaillaient aux États-Unis, ont été arrêtés par ICE, se sont fait confisquer leur passeport et qu'on a forcé à soit rentrer en Colombie où certains pensaient que leur vie serait menacée, ou alors à se rendre en République démocratique du Congo. C'est un choix qui n'en est pas un, donc par absence de choix, se sont retrouvés donc, à Kinshasa. D'ailleurs, au moment où une épidémie d'Ebola était déclarée dans le pays, ils n'ont pas de passeport, ils n'ont pas d'argent, ils ne connaissent personne, ils ne parlent pas la langue, ils sont complètement perdus, ils sont dans une espèce de désert de droit pour eux d'une certaine manière. Et c'est évidemment des techniques ou des pratiques qui sont choquantes de la part de l'administration Trump et qui semblent en fait désigner qui semblent servir à effrayer les migrants, en fait à les convaincre que eh bien, s'ils viennent aux États-Unis, ils pourraient se retrouver dans un pays africain lointain, parfois dans des conditions difficiles ou dangereuses. Et donc c'est sans doute un effort de dissuasion qui est tout à fait condamnable, hein. Est-ce que, plus généralement, ce recul des droits hein, que vous constatez n'a pas aussi un effet désinhibant ailleurs qu'aux États-Unis, notamment dans certains pays où la démocratie est encore fragile, à savoir qu'on voit plus de répression, un recul des droits de l'homme, des dirigeants qui affirment qu'ils veulent prolonger leur mandat présidentiel, même si la Constitution dit le contraire. Est-ce que finalement, aujourd'hui, en voyant Donald Trump ou même peut-être d'autres dirigeants occidentaux adopter des manières dures, répressives, on ne se dit pas ben, finalement on peut faire pareil parce qu'on n'aura pas de conséquences à payer? Oui, je pense que vous avez raison. Il y a un côté désinhibant, une hostilité presque assumée pour la démocratie ou les droits de l'homme d'un certain nombre de dirigeants. Peut-être aussi parce que les États-Unis ont été souvent un symbole, souvent d'ailleurs imparfait, évidemment, mais un symbole de démocratie, de droits de l'homme. Et par le passé, il était courant que Human Rights Watch travaille avec des diplomates américains pour faire pression sur d'autres pays où des dirigeants autoritaires violaient les droits de l'homme. Aujourd'hui, c'est une avenue qui est quasiment complètement fermée. Et oui, évidemment, de nombreux présidents, dirigeants à travers le monde regardent ce qui se passe aux États-Unis et en tirent des leçons qui les servent d'une certaine manière. Je mentionnais que j'étais récemment en République démocratique du Congo. L'administration Trump est assez proche du président Tshisekedi, qui va bientôt arriver vers la fin de son second mandat autorisé par la Constitution, mais qui parle déjà assez ouvertement de éventuellement pouvoir modifier
cette constitution qui s'en prend à des opposants politiques qui disparaissent dans un réseau de détention informel à Kinshasa et dans d'autres endroits. Et c'est un parfait exemple. Le président Tshisekedi n'a pas à s'inquiéter aujourd'hui d'une administration Trump qui viendrait lui donner des leçons de démocratie et de droits de l'homme. Donc l'exemple américain, je dirais, est extrêmement corrosif dans le reste du monde, envoie un signal que finalement, ce qui compte, c'est la force, le pouvoir et non pas le droit et les principes. Dernière question rapidement. Est-ce qu'il y a un risque d'effondrement du système onusien, y compris son pilier des droits de l'homme, en raison des pressions politiques, mais aussi des pressions financières? Je dirais que l'ordre mondial basé sur le droit, sur les principes, évidemment, tremble en ce moment. Ses fondations sont fragiles et on est dans un nouveau monde d'un point de vue géopolitique avec 3 superpuissances, les États-Unis, la Russie et la Chine, qui sont assez ouvertement hostiles aux droits de l'homme, à la démocratie, aux valeurs. L'administration Trump a coupé les fonds de l'ONU, sanctionne la Cour pénale internationale. Donc c'est un moment, je dirais, extrêmement dangereux pour la communauté internationale, pour les droits de l'homme, pour l'ordre mondial fondé sur le droit. Et la seule solution pour le sauver, c'est que des pays, des puissances moyennes, des pays comme les pays de l'Union européenne, le Canada, le Japon, l'Afrique du Sud, la Corée du Sud, le Brésil, que tous ces pays s'assemblent dans une coalition pour défendre un ordre mondial basé sur le droit, sur les principes, sur les droits de l'homme et sur la démocratie. Philippe Belopion, directeur exécutif de Human Rights Watch, merci beaucoup d'avoir été notre invité depuis New York et merci à vous d'avoir regardé cette émission sur nos antennes.